Mon nom est Olivier de Scuter de l'Université de Louvain. J'aurais aimé être Philippe Gérard, mais Philippe Gérard est grippé. Et comme par ailleurs, je n'avais pas pu vous rejoindre dès hier matin, bien légitimement, Antoine Bayeux m'a suggéré de présider cette séance consacrée à réinventer les dispositifs de prise de décision et à l'avenir démocratique de la transition. En fait, la question qui va être celle que nous allons traiter dans cette table ronde est celle de savoir si la démocratie est bien adaptée à la nécessité de la transition écologique. C'est une question évidemment qui revient très régulièrement et à laquelle Dominique Bourg, qui est encore avec nous cet après-midi, et je l'en remercie, a consacré notamment un livre parmi les nombreux livres qu'il a écrits. Il y a un livre qui s'appelle Vers une démocratie écologique, où il parle de la bioconstitution, où il parle aussi des différentes formes de démocratie participative qui peuvent amener la transition écologique. Il a coécrit ce livre avec Kerry Whiteside il y a quelques années. Et dans ces débats, il y a toujours deux positions qui sont mises face à face. Une position qui consiste à dire qu'il faut contrôler la démocratie, la contrebalancer par des mécanismes qui permettent d'entrevoir le temps long. Par exemple, dans les propositions de Dominique Bourg, il y a l'Académie du futur, des scientifiques qui nous alertent sur les implications à long terme des décisions que l'on s'apprête à prendre et qui sont les gardiens des droits des générations futures. Et il y a des versions plus extrêmes de ces propositions qui veulent brider la démocratie au nom de ce que celle-ci n'est pas bien équipée pour aborder la transition écologique. Et puis il y a, à l'inverse, des propositions comme celles qui sont au chapitre 2 de ce même livre que j'ai cité, visant à, au contraire, approfondir la démocratie pour éviter que celle-ci ne soit captée par une classe de politiciens professionnels insensibles aux attentes quotidiennes de la population et forçant chacun à se projeter dans l'exercice démocratique pour que celui-ci se fasse plus réflexif et puisse gagner par conséquent en lucidité quant aux implications de long terme de nos choix d'aujourd'hui. Et donc c'est vraiment une question tout à fait importante, et pour l'aborder, nous avons trois présentations, mais 4 présentateurs et présentatrices. La première présentation sera par Mathias Elberoumi et John Pitzels. Je ne sais pas exactement comment vous allez vous répartir le temps de parole d'un quart d'heure qui vous est laissé, un peu moins d'ailleurs si on veut un peu de place pour la discussion, et qui vont nous parler de la Constitution et la conscience du long terme, très certainement dans la lignée de ce que j'ai évoqué sur la bioconstitution. Voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas quel micro choisir pour dire que, en l'occurrence, je serai le porte-parole, je serai la bouche parlante de Mathias, qui me contrôlera bien entendu à chaque fois que je dirai une bêtise. Il me lancera un stylo ou un regard noir, ça suffit la plupart du temps. Et donc Mathias et moi-même, nous chercherons en fait, comme beaucoup d'autres, à prendre en charge une revendication de justice dont Antoine Bayeux a parlé, et une revendication de justice à travers laquelle il invite la communauté des juristes à, je le cite, à savoir assurer le droit de tous aujourd'hui et demain à mener une vie digne d'être vécue. Et ces quelques mots guident l'intention de cette intervention, parce que nous nous intéresserons surtout à la dimension intergénérationnelle de cette revendication de justice, c'est-à-dire comment assurer le droit à tous de mener une vie digne d'être vécue aujourd'hui, mais aussi le droit à tous de mener une vie digne d'être vécue demain. Et ces deux injonctions, sans être forcément incompatibles, présentes, font face à un certain nombre de tensions. Nous nous intéresserons à ce que le droit, et plus particulièrement le droit constitutionnel, peut en dire, c'est-à-dire en quoi le droit constitutionnel peut traduire différentes conceptions de la justice intergénérationnelle, en quoi il pourrait contribuer à leur compréhension ou à leur formulation, et le cas échéant, en quoi les principes et les dispositifs concernés prolongent ou non une approche conviviale du droit. Et puisque cette intervention entend exhumer la manière dont dialogue le droit et différents types de référentiels normatifs, proprement normatifs, portant sur la justice intergénérationnelle, elle se construira également dans une sorte d'aller-retour entre droit constitutionnel et philosophie politique.
Alors ces quelques mots guident l'intention de cette intervention, mais aussi la structure de cette intervention. Ce que nous allons essayer de faire, c'est réfléchir donc au rapport normatif que le droit constitutionnel entretient aux générations futures et plus largement à la justice intergénérationnelle et à la manière la plus utile de formuler les tensions structurantes de ce rapport normatif. Alors, première hypothèse, c'est que l'opposition entre temps long et temps court, qui est souvent avancée dans la littérature mais aussi dans le débat politique, n'est peut-être pas si opérante que ça pour penser ce qu'est la justice intergénérationnelle, en termes descriptifs comme en termes réflexifs. Deuxième hypothèse, ce serait qu'à cette opposition entre temps court et temps long peut être utilement substituée une tension structurante entre deux principes, donnant forme chacune à leur manière au concept de souveraineté. L'idée que la souveraineté peut exiger à chaque génération la possibilité de décider de son sort politique, mais aussi d'encadrer cette autonomie au nom de la nécessité de ménager une planète vivable pour les générations suivantes. Et dans un second temps, nous présenterons un échantillon de mécanismes constitutionnels qui témoignent des ambivalences et des lacunes dans la manière dont le droit constitutionnel traduit aujourd'hui, en Belgique du moins, cette exigence de justice intergénérationnelle. Alors, peut-être alors pour rentrer dans le vif, ou en tout cas dans le contenu du sujet, l'opposition entre temps long et temps court, en fait, elle structure, il suffit d'ouvrir les journaux, il suffit de lire un peu et d'écouter ce qui se dit sur la question de la justice intergénérationnelle. Elle structure très largement à la fois la réflexion politique et la réflexion théorique sur la place donnée aux générations futures dans l'activité politique. Et le temps court de la politique et du droit est censé renvoyer à l'actualité de la vie publique, et le temps long de la politique et du droit renverrait à son tour à des processus d'institutions juridiques, politiques et imaginaires, plus susceptibles de prendre en compte les préoccupations et ou les intérêts des générations futures. Alors, nous nous sommes rendus compte, en tout cas, nous avons cru nous rendre compte, et ce sera intéressant d'en discuter suite à cette intervention, que cette opposition présente peut-être davantage de difficultés qu'elle en résout. Tout d'abord, il n'est pas facile de distinguer le temps court et le temps long. Pour ceux qui, par hasard, je discutais avec Ludivine il y a ça quelques secondes, qui ont eu à, par exemple, négocier la formation de majorité suite aux récentes élections communales, 2 jours peuvent paraître un temps extrêmement long. Et pour ceux qui se préoccupent, par exemple, de la préservation, la protection de l'environnement, 2 ans, aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a quelques années, peuvent représenter un temps très court. Par ailleurs, le temps court, en réalité, amène souvent à délibérer d'enjeux de long terme, tandis que l'instauration de la durée est au contraire souvent liée à la nécessité de gérer au jour le jour les problèmes de court terme qui se posent aux juristes ou aux représentants politiques. Et enfin, cette opposition entre temps court et temps long recouvre en fait peut-être une autre opposition. Si temps long et temps court semblent poser des problèmes politiques différents, ce n'est pas parce qu'ils présentent des qualités différentes, mais parce qu'ils recouvrent une opposition plus profonde. Souvent associé au temps court, le premier terme de cette opposition consiste à évaluer la fidélité du représentant à ses promesses électorales. Il a trait à la capacité de l'acteur politique à accomplir le programme pour lequel il a été élu. Et souvent associé au temps long, le second terme de cette opposition revient à évaluer la capacité de l'acteur à agir en fonction de l'intérêt général. Or, il n'y a pas de raison de penser que la décision prise dans le temps court est forcément plus représentative ou plus respectueuse des résultats électoraux que dans le temps long. En réalité, l'application d'un programme électoral nécessite souvent une action de long terme. Et par ailleurs, le temps long ne contribue pas plus à l'intérêt général qu'une décision prise dans le temps court. Ce n'est pas parce que le processus de décision dure plus longtemps ou que ses effets sont plus pérennes que la décision sera de meilleure qualité ou qu'elle améliorera davantage le bien-être des citoyens. En ce sens, la réflexion politique et institutionnelle à propos de par exemple, la démocratie écologique porte moins donc sur une opposition entre temps court et temps long que sur une réarticulation entre les concepts respectifs de souveraineté et de justice intergénérationnelle. Et nous voudrions, Mathias et moi, aborder particulièrement une tension structurante. L'un des critères les plus classiques de définition de l'État renvoie au caractère institutionnalisé du pouvoir qu'il exerce. Le pouvoir est attribué à une entité permanente, l'État à laquelle sont imputés les actes accomplis par ses agents. L'État est censé exercer un pouvoir stable, continu, par-delà les ruptures qui caractérisent fatalement l'existence concrète des individus. Et ainsi, la loi s'applique tant qu'elle n'a pas été abrogée ou annulée. Elle survit en principe à l'autorité qui les a adoptées, mais aussi au régime constitutionnel dans le cadre duquel ces règles ont été élaborées.
Et ce régime constitutionnel, ce n'est pas n'importe lequel dans l'histoire de la modernité. À la permanence et à la continuité de l'État est associé un autre concept clé de la théorie de l'État, à savoir le concept de nation. Et comprise dans sa signification diachronique, cette notion renvoie à la chaîne formée par les générations de nationaux passées, présentes et futures. Dans ce cas, la légitimité de l'État est indissociable de sa capacité à traduire juridiquement cette chaîne mémorielle et symbolique. Les principes fondamentaux de la communauté politique seront par exemple inscrits dans une constitution, dont les termes ne visent pas seulement à exprimer le caractère primordial de ces principes, mais la nécessité d'en assurer la pérennité par-delà les législatures. Alors si la continuité de l'État s'inscrit ainsi explicitement dans une perspective intergénérationnelle, je ne dis pas encore à ce stade de perspective de justice intergénérationnelle, mais en tout cas dans une perspective intergénérationnelle, cette perspective intergénérationnelle se retrouve également dans un autre principe important du constitutionnalisme. L'idée que la souveraineté du peuple présent ne peut être indûment liée par l'exercice de cette même souveraineté par les générations précédentes. En effet, une décision politique n'entraîne pas seulement des conséquences pour le moment où elle entre en application, mais aussi pour les années, voire les décennies qui vont suivre. Dès lors, en quoi les générations à venir doivent-elles être tenues par les décisions de la génération précédente ? La plupart des décisions prises par une génération donnée peuvent être amendées par la génération qui suit. Est-il toutefois justifiable que certaines décisions puissent ne pas être révisées ou selon des conditions très exigeantes pour les générations à venir ? Alors sur le terrain juridique, on retrouve bien sûr cette préoccupation dans le célèbre article 1er du titre 7 de la Constitution française de 1791. L'Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution. D'où les réticences à admettre la juridicité du droit précédant l'exercice du pouvoir constituant originaire et du droit spontané. D'où également les réticences à lier le pouvoir constituant dérivé par des clauses d'éternité ou par une procédure de révision plus ou moins rigide. Pour citer la formule de Thomas Paine, chaque siècle, chaque génération doit avoir la même liberté d'agir dans tous les cas que les siècles et les générations qui l'ont précédé. Alors la réflexion politique et constitutionnelle à propos de la démocratie écologique porte désormais moins, selon nous, sur une opposition entre temps court et temps long que sur, je l'ai dit, une réarticulation entre les concepts de souveraineté et de justice intergénérationnelle, à savoir l'idée d'une part que chaque génération doit bénéficier des ressources et des conditions institutionnelles nécessaires à être en mesure de décider parmi un nombre d'options appréciables, et l'idée que la souveraineté du peuple présent ne peut être indûment liée par l'exercice de cette souveraineté par les générations précédentes. Reste à voir la manière dont cette tension se matérialise dans des règles de droit positif, particulièrement en Belgique, et la mesure dans laquelle elle peut s'inscrire dans un modèle de droit convivial. Alors, l'étude des mécanismes relatifs au respect plus ou moins grand, plus ou moins étendu des générations futures se concentre habituellement sur une question précise, à savoir les modalités de révision de la Constitution. Il y a une littérature juridique et théorique importante en la matière, à laquelle nous n'entendons rien ajouter de particulier. Nous nous concentrons quant à nous sur deux autres éléments qui présentent apparemment, ou en tout cas dès l'abord, une dimension intergénérationnelle. Le droit à l'électorat et le droit des finances publiques. Le droit à l'électorat tout d'abord. Il semble aujourd'hui acquis que le vote est un droit également détenu à titre personnel par tout citoyen jugé en âge de voter et qui ne se trouve pas dans une situation d'exclusion de l'électorat. Mais si cette idée est aujourd'hui largement consacrée dans le droit, elle est toutefois loin d'avoir été toujours évidente et peut encore de nos jours être interrogée dans une perspective intergénérationnelle. Tout d'abord, qu'est-ce qu'être en âge de voter ? Alors on le sait, originellement fixé à 25 ans, le droit de vote a été progressivement, l'âge d'accès au droit de vote a été progressivement réduit et a progressivement été abaissé à 21 ans, puis à 18 ans. Il a même été fixé à 16 ans pour ce qui concerne les consultations populaires communales ou plus récemment la consultation populaire régionale wallonne. Et l'abaissement du droit de vote à 16 ans pour les élections législatives fédérales et régionales est par ailleurs aujourd'hui un sujet qui revient à intervalles réguliers dans le débat public et qui a fait l'objet d'un certain nombre de propositions de loi. Alors ce qui est intéressant, c'est que les arguments à l'appui de l'abaissement de l'âge du droit de vote varient en fait peu dans le temps, qu'il s'agisse du début du XXe siècle, milieu du XXe siècle ou encore aujourd'hui maintenant. L'abaissement de l'âge de voter répond essentiellement à une volonté d'intégrer une partie plus large de la population dans le champ de la participation politique. Il doit assurer une représentation plus fidèle de la population et il représente une contrepartie politique à l'accroissement progressif de la responsabilité pénale et fiscale des personnes qui font partie de la tranche d'âge concernée. Et dans tous les cas, l'abaissement de l'âge de voter vise à faire correspondre le mieux possible
le fonctionnement des institutions politiques à un moment T, à la composition de la communauté politique à ce même moment T, et non pas à un moment T plus 1. L'abaissement de l'âge du droit de vote n'a pas pour fonction de permettre à des individus de contribuer à des décisions dont les résultats les concerneront à la fois plus tard et plus spécifiquement. Et on remarquera à cet égard que l'argument intergénérationnel est assez peu présent dans les différents textes officiels favorables à l'abaissement de l'âge du droit de vote, y compris les plus récents. Par exemple, l'argument est totalement absent des travaux préparatoires du décret spécial du 19 juillet 2018 instituant la consultation populaire en régional, donc au niveau wallon. Alors, tout ça n'est pas dire que le débat sur l'âge de vote n'a pas de dimension intergénérationnelle. Au contraire, il y a une littérature théorique importante et croissante sur le sujet, mais que cette dimension est largement absente du débat constitutionnel. Un deuxième point porte, on le voit de manière plus approfondie dans la contribution. Oui, combien encore? 1, 2, 3? Ça peut aller. C'est vrai. Le deuxième débat porte sur le vote familial, à savoir l'idée selon laquelle les parents d'une famille pourraient disposer de votes supplémentaires en fonction du nombre d'enfants de cette famille. Et cette idée alimente aujourd'hui encore une discussion vivace dans le domaine de la philosophie politique, seulement elle est loin d'être nouvelle dans l'histoire politique de la Belgique, qui l'a expérimentée à l'époque du suffrage universel tempéré par le vote plural. De 1893 à 1919, la loi électorale prévoyait ainsi que les chefs de famille plus de 35 ans, payant au moins 5 francs de taxe de résidence, bénéficient d'une voix supplémentaire. Alors, cette mesure est indissociablement liée à l'éthos élitaire et conservateur de l'époque, mais l'argument appuyant le vote familial semble a priori intéressant dans une perspective intergénérationnelle. Pour citer Oscar Orban, le chef de famille est consacré comme étant le mandataire naturel des siens, il vote pour sa femme et ses descendants légitimes. Le vote familial était conçu comme permettant de tirer de leur néant politique, la femme, mesdames, et les enfants, ça c'est pour ce qui me concerne, se justifiant par une idée de mandat, pour citer un autre publiciste de l'époque. Alors, outre toutes les ambiguïtés idéologiques de l'argument, la prise en compte de la dimension intergénérationnelle apparaît en fait assez ténue dans l'argument quand on essaie de l'apercevoir de plus près. En effet, elle repose sur le postulat que les parents sont les mandataires de leurs enfants, animés à ce titre par la préoccupation de protéger leurs intérêts. Or, ce mandat, de nouveau, vaut essentiellement pour le présent. Il consiste à parler à la place et au nom des générations présentes, mais encore incapables d'avoir voix au chapitre. Et plus généralement, le vote familial consiste à préserver les institutions sociales telles qu'elles existent, c'est l'argument conservateur type, ou telles qu'elles pourraient évoluer, non aménager les conditions de possibilité de leur transformation. Alors, bien entendu, là où le droit constitutionnel ne parle pas du tout de justice intergénérationnelle, il n'en parle pas forcément. L'idée n'est pas de dire, vous savez, sur l'ensemble des articles de la Constitution, on ne parle pas tellement de justice intergénérationnelle. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là où un certain nombre de débats constitutionnels entendent en surface prendre en compte la dimension intergénérationnelle, en réalité, cette prise en compte, si pas de surface, en tout cas ne répond pas aux définitions qu'on donne aujourd'hui de la justice intergénérationnelle, et en tout cas, à tout le moins, à la tension structurante que nous avons tenté d'exhumer dans la première partie de cet exposé. Alors, je termine très rapidement sur le dernier point, il peut aller vraiment rapidement, c'est le point sur la question des finances publiques, qui présente, lui, un intérêt particulier parce qu'il met en scène de manière explicite non seulement la question des relations entre les générations, mais une dimension de justice intergénérationnelle. Dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 avril 2016 sur la loi d'assentiment au TSCG, l'accord de coopération, sur le TSCG, cet arrêt estime, et là je cite, « Lorsqu'ils garantissent les droits économiques, sociaux et culturels, les législateurs doivent en outre tenir des conséquences de leur politique pour les générations futures. » Ici on voit une formulation de cet argument. Par l'assentiment aux règles budgétaires prévues par le traité, l'État fédéral, les communautés et les régions poursuivent, conformément à l'article 7 bis de la Constitution, les objectifs d'un développement durable dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales, attention, en tenant compte de la solidarité entre les générations. Et ici, on voit une lecture plus ou moins assez inédite de l'article 7 bis de la Constitution, dans la mesure où la notion de solidarité générationnelle, jusque-là pensée dans un cadre plutôt environnemental, est ici conçue et étendue à des termes financiers et budgétaires. Absent du droit électoral, la justice intergénérationnelle apparaît ici mobilisée dans la question des finances publiques, mais, et c'est ici que je terminerai cet exposé, on aura l'occasion sans doute d'aborder de manière plus ample un certain nombre de points de détail et de points d'argumentation,
Ce qui est intéressant, c'est que la force rhétorique de l'argument, mais aussi les risques de détournement de cet argument, reposent sur le fait d'agir au nom des générations futures qui ne peuvent ici pas encore s'exprimer et définir leurs intérêts. En d'autres termes, la deuxième définition, la deuxième dimension de la justice intergénérationnelle, à savoir l'idée qu'une génération n'a pas à être liée par les décisions prises par une génération qui lui est antérieure, cette dimension-là n'est pas thématisée, en tout cas de manière explicite, et pas prise en compte de manière directe. Par ailleurs, et ça c'est une question qui est peut-être adressée à l'ensemble des participants, à l'ensemble des interventions ici, l'argument témoigne qu'il n'y a pas de liaison automatique entre, d'une part, la justice intergénérationnelle et, d'autre part, le droit convivial. L'équilibre budgétaire étant de manière explicite mis au service de la croissance économique. Et donc quand, dans le débat public, on dit « Mais vous savez, parler de justice intergénérationnelle, c'est parler d'environnement. Parler d'environnement, c'est parler de justice intergénérationnelle. Et parler de ces deux choses, c'est forcément parler de droit convivial. » Nous voyons ici un cas où, de manière très analytique, cette dimension de justice intergénérationnelle est bien présente, sans pour autant que les autres deux autres dimensions que j'ai rapidement esquissées le soient également. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, les applaudissements vont à l'éloquence de John Pitzeis, mais aussi à la qualité de l'argument qu'il a développé avec Mathias Elberoumi, qui a fait de John son porte-parole, comme il le disait. On passe maintenant à Cécile Van Outrive, qui est chercheuse à l'Université de Louvain et qui travaille sur la question du mouvement municipaliste et les implications pour la redéfinition de la démocratie. Il s'éloigne de moi afin que je ne l'interrompe pas au terme de ces 12 minutes réglementaires. Exactement. Donc voilà. Donc au cours de ce colloque, on a beaucoup parlé de comment repenser les différentes branches du droit, comment repenser en fait le contenu du droit. Mon but ici est de voir comment est-ce qu'on peut repenser l'origine du droit. Et en fait, je vais vous faire une proposition pour repenser la forme d'exercice du pouvoir et donc la source de légitimité du droit dans le cadre de la transition. Alors, à la suite de la crise financière de 2008, il y a de nombreux mouvements qui ont émergé pour contester l'hégémonie du capitalisme, l'absence de participation du peuple au pouvoir, et surtout pour créer des espaces d'exercice de démocratie directe, que ce soit le mouvement de Occupy, de Nuit debout, des Indignés. Cet appel à l'occupation physique des squares publics a montré que des individus de tous horizons pouvaient exercer le pouvoir d'une manière horizontale, non hiérarchique et inclusive. Le problème à ce moment-là était qu'ils n'avaient pas de pouvoir à exercer. Et ces expériences de démocratie directe, au final, se sont rapidement évaporées, parfois à cause de la répression, à cause du manque d'institutionnalisation de leurs projets de transformation sociale, et souvent à cause des deux. Ce caractère éphémère des expériences de démocratie directe s'inscrit dans une longue histoire des assemblées populaires qui ont été créées à des moments révolutionnaires. Ça a été identifié par Hannah Arendt dans son livre de la Révolution comme le trésor perdu de la Révolution. Que ce soit les républiques élémentaires qui étaient proposées par Jefferson au moment de la démocratie américaine, de la Révolution américaine, Société populaire de la Révolution française ou encore les conseils municipaux révolutionnaires au moment de la Révolution russe de 1917, la forme des conseils populaires qui a été à l'origine de l'activité révolutionnaire et qui a permis à toutes et tous de participer à l'exercice de la liberté publique a toujours été présente au travers de l'histoire. Le problème, c'est qu'au sortir des révolutions, cette forme d'exercice du pouvoir n'a pas été institutionnalisée. C'était le projet que Hannah Arendt identifie comme la Constitutio Libertatis, donc la constitutionnalisation de la liberté publique. Au contraire, en fait, la liberté publique qui avait été nouvellement gagnée par cette révolution, a été réservée à une classe de professionnels de la politique, les représentants à l'exclusion du plus grand nombre. Afin de remédier à ce manque de pouvoir et d'institutionnalisation des mouvements d'occupation des places, plusieurs mouvements municipalistes ont émergé à travers le monde. Ils ont créé des partis citoyens, ils se sont présentés aux élections municipales, ils ont été élus et maintenant ils tentent de changer le jeu de la démocratie représentative de l'intérieur. Ma contribution ici a pour objectif de comprendre les tensions qui sont générées par l'adoption de cette stratégie qui est réformiste, qui est de gagner des élections municipales, avec pour but de réaliser un projet qui pourrait qualifier de révolutionnaire, à savoir celui de créer une société communaliste ou municipaliste, dans laquelle le lieu d'autogouvernement ne serait plus l'État-nation, mais la municipalité, et le pouvoir ne serait plus exercé par des représentants, mais directement par le peuple assemblé. Ma présentation va se faire ici en deux temps. Je vais d'abord développer le projet communaliste, ou aussi appelé municipaliste libertaire, tel qu'il a été développé par le philosophe Murray Bookchin dans sa critique qui tentait de dépasser tant l'anarchisme que le marxisme.
Je vais également explorer une de ces stratégies municipalistes et qui consiste donc à occuper et à transformer les institutions municipales. Dans un deuxième temps, étant donné que cette stratégie en fait, suppose de dépasser les compétences légales de la commune, la forme constitutionnelle d'exercice du pouvoir, je vais proposer un cadre conceptuel pour tenter de comprendre la relation des groupes municipalistes à l'ordre juridique, celui de la désobéissance institutionnelle. Donc voilà, mon premier point maintenant, donc, la commune comme lieu d'autogouvernement. Selon Madison, un des pères fondateurs des États-Unis, il disait, je cite, « La vraie distinction entre une démocratie et une république consiste en ceci que, dans une démocratie, le peuple se rencontre et exerce le gouvernement en personne. Dans une république, il l'administre par ses représentants et ses agents. Une démocratie est donc confinée à un territoire restreint. Une république peut être étendue sur une large région. » Donc au sortir des révolutions modernes, ce fut la seconde option qui fut choisie, celle du gouvernement représentatif qui, selon Bernard Madin, ne donne absolument aucun rôle au peuple assemblé. Le modèle de la démocratie directe proposé par le communalisme suggère ici précisément que le peuple assemblé, au niveau communal, dans des assemblées populaires, se réunissent, délibèrent et décident collectivement et en face à face sur les questions politiques qui concernent l'avenir de la communauté, plutôt que de laisser cette tâche à des représentants et à des professionnels de la politique. Pour les questions qui dépassent le spectre de la commune et pour éviter le repli communautaire et localiste, il est crucial que ces communautés autogérées s'organisent en système confédéral. Ce système confédéral consisterait en des conseils avec des délégués qui sont envoyés de chaque assemblée populaire avec mandat impératif, révocable et en rotation. Le modèle politique de cette démocratie directe donc, pourrait se définir, et je propose cette définition aussi, comme l'exercice direct de tous les aspects du pouvoir public par le peuple continuellement assemblé au niveau communal en face à face. Et lorsque celui-ci ne peut plus être physiquement assemblé, la représentation directe, au sens de rendre présent ce qui est absent, des décisions de l'Assemblée populaire par des délégués dotés de mandats révocables et impératifs sous le contrôle constant de l'Assemblée communale. Donc ainsi, la philosophie politique qu'est le communalisme propose de poser à nouveau ces deux questions qui sont complémentaires, celle de l'unité politique pour qu'un peuple s'autogouverne, question qui a été répondue depuis le traité de Westphalie en 1648 par la réponse de l'État-nation, et d'y substituer plutôt la commune. La deuxième question est celle de la manière dont le pouvoir public est exercé, donc de faire une transition entre la démocratie directe et la délibération au niveau communal, et non plus la démocratie représentative. La théoricienne de la démocratie, Hélène Landemort, souligne que la démocratie délibérative, à savoir donc, comme théorie de la légitimité démocratique qui fait originer la légitimité des lois à partir de l'échange public entre citoyens et citoyennes libres et égaux, n'est pas, en fait, cette forme de démocratie délibérative n'est pas spécialement et intrinsèquement liée avec la représentation. Elle tente de l'associer avec la démocratie participative au travers d'assemblées tirées au sort. Ici, mon propos est de tenter de lier la délibération avec la démocratie directe, et donc en assemblée populaire ouverte à tous et tous au niveau communal. Une des stratégies communalistes pour faire de la commune le lieu d'autogouvernement, afin qu'elle se confédère avec d'autres communes et défier la légitimité politique de l'État, serait de gagner les élections municipales, afin d'occuper, de transformer radicalement les institutions de la commune de l'intérieur. Cette transformation radicale consisterait à transférer le pouvoir public conféré par les élections des mains de l'élu officiel vers ceux des assemblées populaires. En fait, Bookchin proposerait que les mouvements municipalistes présentent des candidats aux élections municipales qui, une fois élus, transfèrent le pouvoir vers les assemblées populaires en liant leur poste par des mandats impératifs et révocables. La représentation ici, au sens générique qui a été donné et théorisé par Anna Pitkin de rendre présent quelque chose qui est absent, n'est plus considérée comme une représentation au sens de l'élu burkéen qui pourrait utiliser sa raison et son bon sens pour représenter les intérêts de celles et ceux qu'il est censé représenter. L'élu municipal ici, en fait, serait plutôt un délégué, un porte-parole, engagé à adopter la décision de l'Assemblée populaire comme si c'était la sienne et lui donner la force juridique de son mandat officiel. Cette manière de concevoir le pouvoir institutionnel consisterait à transférer la tâche de l'exercice du pouvoir de l'individu vers le collectif et au sens de réaliser le sens originel de démocratie. Non pas démocratie, pouvoir du peuple, mais comme les travaux d'Aliana Kamak l'ont montré, démocratie au sens du pouvoir de l'Assemblée. Dans ses travaux historiques et philologiques du terme de démos utilisé au 5e siècle avant Jésus-Christ pour la démocratie athénienne, elle montre que le démos en fait était en réalité compris comme l'Assemblée, comme, je cite, une masse d'individus réunis ensemble pour poursuivre un but commun, donc comme un agent collectif singulier à l'exclusion de l'élite politique, à savoir ceux qui influençaient les décisions politiques en tant que personnes singulières, et non pas comme personnes de la masse.
Ce qui a marqué en fait l'avènement de la démocratie athénienne comme mode d'organisation politique, c'était pas en fait la création de l'Assemblée. C'était, parce que celle-ci existait déjà avant, mais elle n'avait pas le pouvoir. En fait, c'était l'inversion du rapport de force entre l'Assemblée et les élites politiques, où au final l'Assemblée avait le pouvoir final de décision. Dans nos démocraties représentatives, le peuple n'a aucun rôle, l'Assemblée n'a aucun rôle institutionnel. Et en fait, il n'existe tout simplement pas, même de manière non institutionnelle, il n'y a pas d'assemblée préconstituée au sens d'un groupe de personnes non professionnelles de la politique qui agissent collectivement et qui prétendent à exercer le pouvoir public. C'est ce travail de construction d'une assemblée que le communalisme en fait propose d'entreprendre, à ceci près qu'il ne s'agit pas ici simplement d'inverser le rapport de force avec l'élite politique, mais simplement de ne plus avoir une classe de personnes qui exercent le pouvoir en tant qu'individus et dont le travail serait en fait d'être professionnel de la politique. Après donc, mes échanges et mon travail de terrain avec des mouvements municipalistes, la thèse en fait, de ma contribution ici est de bien montrer qu'il est crucial pour ces mouvements municipalistes de d'abord entreprendre ce travail de construction de l'Assemblée. Et ce, avant de tenter d'occuper les institutions municipales. Souvent, bien que les assemblées populaires pourraient recevoir une forme juridique par le mandat d'un élu municipaliste éclairé, elles ne pourraient pas être construites et fonctionner uniquement par la volonté de ces individus au pouvoir. Il y a un travail d'éducation à la démocratie qui est crucial d'entreprendre et qui se fait sur le temps long. Et ceci ne pourrait pas être fait uniquement par la bonne volonté de l'élu. Mais surtout, la seule garantie en fait, que l'élu municipaliste lira effectivement son mandat à la volonté de l'Assemblée populaire viendrait du fait que cette Assemblée aurait déjà la culture de participer politiquement. Et elle aurait déjà en fait, élaboré les conditions de son propre fonctionnement et la culture de garder ses délégués sous constante supervision. Cette manière d'exercer le pouvoir donc, doit être intentionnelle en fait, de la part du mouvement et pas laissée simplement à la bonne volonté de l'élu, parce que ceci participerait toujours d'un paradigme de la politique qui serait une conception individuelle, personnaliste et professionnelle de l'exercice du pouvoir. J'aborde ici mon deuxième point, qui est la relation de ces mouvements municipalistes qui auraient choisi cette stratégie avec l'ordre juridique. Donc les mouvements municipalistes qui choisissent cette stratégie d'occuper et de transformer les institutions communales se trouvent face à deux écueils. Le premier est que la commune ici, dans notre démocratie, est une créature de l'État. Ses pouvoirs n'existent qu'en vertu de celui-ci, elle est complètement subordonnée au pouvoir central. Cette impuissance politique, cette impuissance légale, surtout contemporaine des communes, a été analysée par Gérald Frug comme un choix politique qui traduit l'hostilité de l'État pour tout comme un intermédiaire entre l'individu et lui-même. Étant donné que donc ici, en fait, le système juridique, la source de validité juridique de toute action communale en fait, prend sa source encore dans l'État. Étant donné que le communalisme a pour vocation, au final, de permettre aux communautés d'exercer le pouvoir public en assemblée populaire au niveau communal, l'absence de ce pouvoir législatif général et la limitation de leurs compétences menacent sérieusement la réalisation du projet. Cependant, même si la municipalité est une entité impuissante au niveau légal, ce n'est pas forcément le cas au niveau politique. Déduire en fait l'impuissance politique de l'impuissance légale traduit une vision toujours réformiste du changement social qui serait uniquement provoqué par ceux et celles qui ont un pouvoir garanti en vertu du système en fait, qu'ils tentent de critiquer. La commune est en fait le seul niveau où le peuple s'éduquer, délibérer, décider, se rencontrer en face à face et exercer le pouvoir collectivement. Ce qui ne peut être réalisé au niveau légal peut être contrebalancé par ce qui peut être réalisé au niveau politique, à savoir une nouvelle forme de légitimité politique. Donc dans ce modèle, le consentement qui est à l'origine de la légitimité de la loi ne proviendrait pas d'un assentiment périodique, individuel et non délibéré à l'élection des représentants, qui prendront donc les décisions politiques sans être responsables jusqu'au jour de leur réélection. Mais la légitimité ici serait issue de la création continue et délibérée par les sujets de droit des règles qui vont le gouverner, à savoir la réalisation de la définition de souveraineté populaire donnée par exemple par Sheila Benhabib, qu'elle définit comme l'idée que les individus sont sujets et objets de droit, les auteurs et les personnes qui obéissent à la loi. Par ailleurs, la légitimité politique de ces assemblées populaires trouverait également sa source dans l'aspect éducationnel de cette pratique démocratique, à savoir le fait qu'une communauté apprend collectivement et se transforme en pratiquant la démocratie. Bientôt. Le second écueil de cette stratégie est que la forme d'exercice du pouvoir dans notre démocratie représentative est celle de la représentation, rendant toute autre forme d'exercice du pouvoir non constitutionnel, si pas inconstitutionnel. Ceci, dans notre Constitution, est garanti par l'article 33, qui stipule que tous les pouvoirs émanent de la nation, ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. Cet article est considéré comme celui qui est à l'origine de l'inconstitutionnalité du référendum ou des initiatives législatives, qui sont d'autres sortes d'instruments de démocratie directe qui ne sont pas ceux que je défends ici. Et en toute logique, cet article rendrait a fortiori
l'exercice du pouvoir communal à travers des assemblées populaires également non constitutionnelles. C'est ici qu'il est important d'analyser la nature, pour le moins ambiguë, de ces relations des mouvements municipalistes au droit. D'un côté, donc, ces mouvements reconnaissent la légitimité de l'ordre juridique, au moins pour un temps, parce qu'ils acceptent de jouer avec les règles établies pour pouvoir arriver au pouvoir. Ils reconnaissent et ils utilisent en fait le mécanisme qui est même à l'origine de leur mécontentement avec le système actuel, à savoir les élections. Mais d'un autre côté, ces mouvements ont aussi pour objectif de changer la légitimité de l'ordre juridique, en transformant les institutions municipales et les formes d'exercice du pouvoir. Leur but est de transférer la capacité législative générale des institutions de la démocratie représentative vers les assemblées populaires au niveau communal. L'activité politique de ces assemblées populaires, donc, tant par le fait qu'elles vont décider à un stade ultérieur de réalisation de compétences qui ne sont pas légalement celles de la commune, et aussi par le fait qu'elles exercent un pouvoir qui n'est pas considéré comme constitutionnel, se placerait en faux de l'ordre juridique. Afin de comprendre cette activité politique et son potentiel subversif, mais également créateur de nouvelles formes politiques, il est nécessaire de recourir à d'autres concepts que les concepts juridiques classiques de rébellion, de sécession, de violation du principe de tutelle, ou encore, éventuellement, peut-être même de désobéissance civile. C'est ici que je propose le concept de désobéissance institutionnelle, parce qu'elle supposerait la violation et le dépassement des lois de la démocratie, et ce par de nouvelles règles d'exercice du pouvoir. Donc, généralement, même si le concept de désobéissance est traditionnellement pensé au niveau pénal et individuel, ici, je l'utilise au sens politique et au sens institutionnel. Nos comportements en fait, sont régis tant par le droit pénal qu'en fait, par le droit public aussi, les lois de la démocratie. De la même manière que les citoyens et citoyennes obéissent aux logiques de la démocratie représentative en allant voter périodiquement aux élections et en ne participant pas à l'exercice du pouvoir public en dehors de ces moments périodiques et en bénéficiant de sa liberté dans la sphère privée, ces communes qui auront décidé, grâce à ces institutions créées par des mouvements municipalistes, de gérer leurs affaires en assemblée populaire, désobéiront aux lois de la démocratie. Et donc, par contraste, avec des réformes légales changeant les dispositifs démocratiques en suivant en fait, les règles du système juridique qui est vraiment critiqué, la stratégie municipaliste ici consiste en une activité politique qui est à la fois négatrice et affirmative, désobéissante et créatrice aussi. Et pour moi, et je finis par ceci, elle permettrait de repenser l'exercice du pouvoir par le projet de la création de règles qu'un collectif se donne pour se gouverner, à savoir la réalisation de l'autonomie collective que plusieurs théoriciens du droit, comme je pense Olivier Le Scuter, appellent de leur vœu. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, Sistine Vanoutli va réussir l'exploit de parler de création sociale et de désobéissance institutionnelle sans citer Castoriadis. Et on va voir si Alexandre Viala va réussir l'exploit de nous parler d'épistocratie sans parler des philosophes rois de Platon. Il nous vient de Montpellier et nous en remercions. Merci. Merci, Monsieur le Président, et merci surtout à Antoine Bayeux qui m'a fait l'honneur de cette invitation, ce dont je lui suis très reconnaissant, et ce d'autant plus reconnaissant que c'est l'occasion pour moi de venir m'exprimer aujourd'hui sur une notion, un concept qui est très peu usité, en tout cas chez nous en Europe continentale, et qui est beaucoup plus familier au vocabulaire anglo-saxon, et surtout américain, qui est le concept ou la notion d'épistocratie que nous négligeons dans notre vocabulaire. On utilise plutôt le mot technocratie ou gouvernement des experts, et jamais épistocratie. Alors, Antoine m'a suggéré donc d'évoquer cette question en me posant une sorte de colle, en quelque sorte, puisque la question est de savoir si l'écologie politique est une forme d'épistocratie. Chose à laquelle je n'avais jamais songé jusqu'à présent, je n'avais jamais fait le lien entre écologie politique et épistocratie. J'avais utilisé ce terme, notamment dans une tribune dans la presse il y a un peu plus d'1 an, pour qualifier certains aspects du macronisme. Je considérais que le macronisme était une forme d'épistocratie. Et alors comme l'actualité m'a un petit peu donné de l'eau à mon moulin, puisque avec les revendications assez fortes des Gilets jaunes, j'ai cru voir peut-être un lien là entre l'écologie politique et la forme de gouvernance du gouvernement d'Emmanuel Macron, et je me suis dit qu'il est peut-être possible en essayant d'opposer le discours des Gilets jaunes qui invoque la fin du mois et le discours
de l'écologie politique qui invoque la fin du monde, il est peut-être possible ici de voir, de proposer une réflexion sur les éventuelles tensions, les éventuels conflits entre l'épistocratie et la démocratie. Alors, pour bien présenter les choses, je pars du principe que, sur lequel on est à peu près tous d'accord. Enfin, bon, je regrette de ne pas avoir pu entendre la communication ce matin sur les droits de l'homme et la décroissance, n'étant pas assez matinale. Je crois qu'on est d'accord pour dire que la croissance est quand même une aspiration humaniste à laquelle on associe volontiers le mot d'ordre de René Descartes, au terme duquel l'homme doit se rendre, doit se rendre maître et possesseur de la nature, de l'homme comme maître et possesseur de la nature. Voilà une expression de l'orgueil humain, si vous voulez, d'inspiration quasi prométhéenne, quasi divine, qui est aujourd'hui soumise à rude épreuve par les mises en garde de la science sur l'usage abusif des ressources de la planète dont l'homme peut se rendre coupable. Et donc la décroissance à laquelle nous invitent les experts du climat, en particulier ceux qui sont incarnés institutionnellement par le GIEC, le groupement intergouvernemental d'études sur le climat. Donc la décroissance repose sur une prise en considération des données de la science qui entame, chemin faisant, une sorte de tournant normatif, puisque c'est à partir des données scientifiques que nous allons prescrire un idéal éthico-normatif qui est celui de la décroissance, opposé à celui de la croissance. Bien. Donc, nous avons là un virage, une prise de conscience auquel s'opposent les climato-sceptiques et qui consiste en effet à asseoir un idéal politique, celui de la décroissance, sur des données scientifiques au terme d'un schéma de pensée que réprouverait la loi de David Hume, dont on sait qu'elle interdit toute dérivabilité normative à partir de prémices indicatives. Bon. Donc, on sait très bien, avec la loi de Hume, que d'un fait, on ne saurait inférer un devoir-être, un Sollen Dasein, une valeur d'un fait. Et il se trouve que l'écologie politique, donc c'est en cela que j'ai considéré que l'invitation que tu m'as faite est tout à fait pertinente, l'écologie politique est fondée sur une inférence qui érige la science au rang de source normative. Et donc, elle est, en quelque sorte, elle est disruptive. Il y a un saut qualitatif entre les faits appréhendés par la science et la prescription d'un idéal normatif. Il y a ici un saut qualitatif qui transgresse la fameuse loi de David Hume. C'est donc une forme d'épistocratie, qui est un terme donc très peu utilisé chez nous en Europe continentale, et que j'ai trouvé pour la première fois sous la plume d'un philosophe politique américain qui s'appelle David Estlund, dans son ouvrage de 2011 sur l'autorité de la démocratie, qui est un ouvrage qui est consacré au rapport entre la démocratie et la vérité, disons, les rapports entre la vérité, la connaissance d'un côté, et l'autorité et la volonté de l'autre, dans la démocratie. Et donc à maintes reprises, David Estlund utilise ce terme d'épistocratie, qu'on retrouve aussi sous la plume d'autres auteurs, notamment Jesse Roux au Canada, qui a écrit un livre sur le spectre, pas un livre, un article assez volumineux, assez substantiel sur le spectre épistocratique. Il y a tout un ensemble de réflexions sur le statut de la vérité en démocratie. Est-ce que les gouvernants peuvent se parer de la vérité pour prescrire un certain idéal? Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on utilise le mot épistocratie, on peut désigner deux choses. La première chose, sur un plan micro-juridique, c'est ce que j'appellerais le sophisme épistocratique, qui est tout à fait analogue au sophisme naturaliste, qui consiste à ériger au rang de standard de référence une certaine un fait, une vérité attestée par la science, qui consiste à ériger au rang de vérité ce qui n'est ni vrai ni faux, si vous voulez, afin de justifier, afin de cautionner un idéal qui, par définition, n'est ni vrai ni faux. Alors, par exemple, il y a le fameux sophisme juste naturaliste qu'utilisent les théoriciens du droit naturel, ou, plus proche de nous, le sophisme auquel se livrait quelqu'un comme Léon Duguy, théoricien qui se réclamait du positivisme sociologique,
selon lequel la science juridique ne doit pas avoir une fonction uniquement descriptive, la science juridique doit aussi se permettre de prescrire. Et je me souviens que dans certaines pages assez édifiantes des préfaces à ces manuels, qui ont été à diverses reprises réédités, Léon Duguy assignait aux professeurs de droit constitutionnel une fonction tout à fait normative qui consiste à dire la science du droit constitutionnel ne mérite aucune seconde d'attention si elle ne s'évertue pas à dire comment les gouvernants doivent faire des lois, et en particulier des lois constitutionnelles. Et en l'occurrence, il faut, disait-il, que pour satisfaire les réquisites de l'état de droit, il faut absolument que les lois soient conformes à ce que la sociologie observe dans la société, à savoir l'idéal de solidarité sociale. C'est ça le positivisme sociologique, c'est-à-dire qu'il existe, au-delà des normes de droit formelles, une normativité informelle, une normativité spontanée qui jaillit donc du fait que nous vivons en société et qui enjoigne les politiques à faire des lois qui soient bonnes, en quelque sorte. Et il appartient aux représentants de la science juridique, dont Duguy était, de connaître ces lois pour ensuite en prescrire l'obéissance au gouvernement. Donc il y avait assignation d'une fonction normative à la science. Il y a une sorte de confusion entre le monde causal de la sociologie et le monde normatif du droit. Une confusion entre causalité et imputation, être et devoir être, qui était tout à fait symptomatique de ce qu'on appelait, quand on désignait les théories de droit naturel, le sophisme juste naturaliste. Le sophisme naturaliste, c'est une expression que l'on doit à Georges-Édouard Moore, dans ses principes éthiques, Principia Ethica, mais c'est un sophisme qui est tout à fait, qui sert à en quelque sorte de désigner le travers, le travers intellectuel auquel se livrent les théoriciens du droit naturel, mais que l'on peut également désigner pour définir le raisonnement de Léon Duguy. Sophisme épistocratique, donc qui consiste à ériger la science au rang de chose normale. Alors, on trouve aussi le même type de sophisme épistocratique chez Auguste Comte. Auguste Comte qui considérait que la politique doit devenir une science. Et l'un de ses disciples, Émile Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique, dira que la sociologie, c'est une physique des mœurs. Donc, tout se passe comme si la fabrique des lois morales, la fabrique des normes, le métier du politique était une physique et non pas une métaphysique. Toute l'obsession d'Auguste Comte, c'était de chasser la métaphysique de la politique, et la politique ne doit plus devenir une activité métaphysique qui relève du libre arbitre et qui consiste à énoncer des normes qui ne sont par définition ni vraies ni fausses, comme tout énoncé métaphysique, mais la politique doit devenir un office savant, un office scientifique. Platon, je ne peux pas éviter de le citer, pensait ainsi quand il disait qu'il fallait que les philosophes soient au pouvoir. Bon. Eh bien, quand vous vous promenez à Paris et que vous allez dans le Marais, que vous allez visiter la chapelle de l'Humanité, 3 rue Payenne dans le Marais, qui est une chapelle qui a été donc consacrée par Auguste Comte, vous y trouvez non pas des saints et des apôtres en guise d'effigie, mais vous y trouvez des savants. Donc les savants sont érigés au rang de source normative, une sorte de culte de la science. Je pense que 3 rue Payenne à Paris, à la chapelle de l'Humanité, vous êtes au cœur, au sein des saints de l'épistocratie mondiale. Donc le positivisme scientifique d'Auguste Comte, c'est vraiment, je pense, le cœur du réacteur. Alors, on peut aussi trouver ce même type de sophisme épistocratique de la part d'un juge. Alors, à la limite, quand c'est un juge, c'est plus pardonnable, puisqu'un juge n'est pas un théoricien, n'est pas un homme de science, donc il ne commet pas le péché épistocratique en émettant des normes, mais néanmoins, parfois, le péché auquel il se livre n'est pas tant le fait de prescrire des normes, mais que de se référer à la science. Je pense au Conseil constitutionnel dans une décision du 27 juillet 1994 sur la première loi bioéthique. C'était une loi, la première loi bioéthique, qui autorisait l'expérimentation sur les embryons conçus in vitro. Et elle disait qu'au bout de 5 ans, si au bout de 5 ans, ces embryons qui étaient conçus in vitro en laboratoire n'avaient pas fait l'objet d'un désir parental, on pouvait faire les expériences dessus, ou alors les jeter. Donc toute la question était de savoir si l'embryon, fût-il conçu in vitro, était une personne humaine digne d'être protégée par le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine, qui
un principe que le Conseil constitutionnel, dans la même décision, avait lui-même consacré, à partir de l'alinéa 1er du préambule de 1946. Il avait donc consacré ce principe, mais aussitôt après l'avoir consacré, ce principe constitutionnel de la dignité de la personne humaine, il se disait comment l'appliquer. Et faut-il considérer l'embryon comme une personne humaine digne d'être protégée par ce principe que je venais, moi, Conseil constitutionnel, de consacrer à l'instant. Et là, il dit, selon une perspective qui est totalement nominaliste, ce n'est pas à moi, juge, et ça c'est une position très très vertueuse de la part d'un juge, ce n'est pas à moi, juridiction, qui ne suis pas élu, de dire si l'embryon conçu in vitro est digne d'être considéré comme une personne humaine. Cette qualification, cette nomination, il appartient au seul législateur élu par la nation de la prescrire. Nommer, c'est normer, et donc c'est pas à moi qui ne suis pas élu de le faire. Donc, le Conseil dit, je n'ai pas à substituer ma propre qualification à celle du législateur. Sauf qu'il ajoute dans la même phrase, et c'est ça qui est inquiétant, et c'est là que j'y voyais une forme de sophisme épistocratique, dans l'état des connaissances scientifiques. Dans l'état des connaissances scientifiques, il ne m'appartient pas, moi, juge constitutionnel, de substituer mon appréciation à celle du législateur, et il ne m'appartient pas de dire si l'embryon est digne d'être considéré comme une personne humaine ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette décision, en 3-4 mots, le Conseil constitutionnel laisse entendre que c'est les savants qui, un jour, seront en mesure de nous dire ce que c'est qu'un être humain. Alors là, je pense que là, il y avait déjà, il y a plus de 20 ans, dans l'énoncé d'une juridiction, une dérive éminemment épistocratique, parce que si on laisse aux savants le soin de dire ce que c'est qu'une personne humaine, on est mal parti, puisque quand on sait qu'au fur et à mesure de l'évolution des recherches scientifiques, les savants nous enseignent qu'entre l'homme et l'animal, il n'y a pas beaucoup de différence, il n'y en a pas du tout, et donc la barrière entre l'humanité et l'animalité, c'est une barrière métaphysique, c'est une barrière que seul le politique élu doit définir, c'est pas aux scientifiques de le faire, d'autant plus que plus avancent dans leur recherche, plus on apprend qu'il y a une sorte d'indifférenciation entre l'homme et l'animal, ce que Jean-Pierre Changeux appelait le processus de laïcisation du cerveau. Donc si on confie donc aux laboratoires scientifiques le scientifique. Donc là déjà, il y avait... Alors ça c'est un premier aspect de la notion d'épistocratie. Puis il y en a un deuxième qui est beaucoup plus large, et alors sur lequel insiste moins David Estlund, mais que moi je crois percevoir sur un plan macro-juridique, en termes de philosophie politique, c'est l'idée qu'il y a de plus en plus, avec la montée en puissance de la technocratie, des gouvernements qui prennent leurs décisions en se fondant sur l'avis d'experts. En fait, l'épistocratie désigne un mode de gouvernement au sein duquel le pouvoir serait confié aux savants. Alors, l'idée n'est pas totalement fantaisiste, elle a connu une forme d'illustration dans la Chine confucéenne, à l'époque des mandarins, quand les mandarins étaient au pouvoir. On en trouve un peu l'esprit dans la position hégémonique qu'occupent au cœur des démocraties occidentales et au service du prince les hauts fonctionnaires qui sont issus des grandes écoles. Et Platon, donc encore une fois, en rêvait, puisque dans la République, en écrivant la République, il estimait souhaitable de confier le pouvoir aux philosophes. Et cette idée d'un gouvernement donc, qui serait sous la tutelle, si vous voulez, des savants, qui fonderait ces normes sur l'éclairage scientifique des experts, fait son chemin aujourd'hui, depuis qu'à la faveur de la mondialisation, avec la globalisation du droit, à la faveur de l'épuisement des grands récits idéologiques et de la technicisation des problématiques auxquelles est confrontée la société, eh bien, le prince, en quelque sorte, prend de plus en plus appui avant de prendre ses décisions sur l'éclairage scientifique des experts. Alors, loin de moi l'idée de remettre en cause l'impérieuse nécessité de prendre au sérieux les injonctions du monde scientifique pour sauvegarder la planète. C'est pas du tout ici mon rôle. Loin de cela, sans vouloir remettre en cause cette nécessité écologique, que je prends tout à fait en considération et au sérieux, je voudrais mettre en lumière les effets collatéraux et dangereux de ce tropisme épistocratique que prendrait l'écologie politique, parmi lesquels figure principalement, à mon avis, la réaction populiste et le ressentiment contre la raison. C'est la raison pour laquelle, contre l'actualité en France, mais aussi en Belgique, puisque je crois savoir que le phénomène gilet jaune a passé la frontière déjà, il me semble que cette actualité nourrit la suspicion que l'on peut émettre à l'égard de ce tropisme, de ce phénomène politique que l'on peut appeler épistocratie. Alors en effet, qu'est-ce que c'est en termes de symbole politique, l'épistocratie? L'épistocratie, si vous voulez, incarne le tournant post-métaphysique, ou post-politique,
que nous traversons actuellement. Et quel est ce moment? Je dirais que c'est un moment durant lequel on assiste à un brouillage du traditionnel clivage entre la gauche et la droite, hein, qui était un clivage traditionnel, arc-bouté sur des critères économiques. Bon. Et comme en atteste la diffusion de la sensibilité écologique, qui semble aujourd'hui avoir remporté l'écologie. C'était une idéologie qui a remporté la bataille des idées, incontestablement. Hein. En termes gramsciens, on peut dire qu'elle a gagné la bataille, mais alors c'est du Gramsci à l'envers. Hein. Elle a perdu ensuite la bataille politique, hein, puisque l'écologie politique, surtout en France, hein, alors c'est peut-être dû aussi à la bêtise du personnel politique français, elle a raté ses rendez-vous électoraux, mais elle a gagné la bataille des idées, et on peut dire qu'elle s'est diffusée de façon à peu près quasi totale dans le cercle des élites politiques, des élites culturelles, des élites... voilà. Elle est partagée, donc elle est, si vous voulez, l'écologie politique n'est ni de droite ni de gauche. Ou alors, et de droite et de gauche. C'est du en même temps, en quelque sorte. Et donc, elle est tout à fait symptomatique de cette évolution, de ce moment politique que nous traversons, qui est un moment post-politique. Elle fait consensus au sein du cercle de la raison, et elle s'inscrit tout à fait, donc, dans ce nouveau clivage, qui oppose, je dirais, un cercle de la raison, au milieu, au centre de l'échiquier politique, ni à droite ni à gauche, et qui relègue en quelque sorte dans les marges plus ou moins nauséabondes du populisme les oppositions. Donc c'est un antagonisme, si vous voulez, entre d'un côté le camp du bien et de l'autre le camp du mal, dont on peut retrouver, si vous voulez, un petit peu la description dans l'analyse de Chantal Mouffe, hein, notamment dans l'illusion du consensus. Chantal Mouffe, qu'est-ce qu'elle explique? Excusez-moi, il me reste combien de temps à peu près? En fait, vous êtes un peu au-delà du temps. Ah, je suis au-delà, d'accord, excusez-moi. Votre conclusion, c'est super. Mais je suis prêt à vous poser un tas de questions. Bon, très bien. Alors, ma conclusion. Chantal Mouffe explique, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le clivage, si vous voulez, entre ce cercle de la raison libérale au centre et les populismes à droite comme à gauche n'est plus un agonisme comme il l'était du temps du clivage gauche-droite, qui permettait de se confronter deux thèses irréductiblement adversaires, mais qui se considéraient comme légitimes, ce qu'on appelait l'agonisme, ce qui est un conflit entre les adversaires. Hein. C'est un antagonisme entre ceux qui incarnent la raison et les enfers. Et là, c'est une opposition entre non plus des ennemis, non plus des adversaires, mais des ennemis. Et c'est très dangereux, nous sommes sur un volcan, en quelque sorte. Et ce volcan, il vient de monter en éruption avec la violence des revendications des Gilets jaunes, si vous voulez. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que notre défi, si vous voulez, notre défi, il est le suivant. Alors, il y a quand même un point que je voudrais, si vous me permettez, Monsieur le Président, simplement préciser, c'est que le défi, c'est l'opposition entre, d'un côté, l'écologie épistocratique et les revendications populistes. Bon. On a, si vous voulez, on retrouve un petit peu le combat, enfin disons ce que Jean-Jacques Rousseau disait de la connaissance du bien. Le peuple veut le bien, mais il ne sait pas ce que c'est. Et donc, les experts, hein, qui servent de caution savante aux élites politiques, eux savent ce qu'est le bien. Alors, je mets de côté l'idée selon laquelle, en France, la taxe carbone, qui a mis le feu aux poudres, aurait été habilement justifiée par l'alibi écologique, afin de combler le manque à gagner budgétaire qui était imputable à la suppression de l'impôt sur la fortune. Et je mets de côté l'idée que cette taxe carbone serait davantage que la manifestation d'un avis éclairé, ça serait davantage la manifestation de l'injustice fiscale. Alors, ce en quoi, au demeurant, il serait alors possible d'y voir un habile sophisme épistocratique, hein, puisque ça consisterait à invoquer la science pour masquer très mal une politique fiscale très injuste. Là, on est vraiment au cœur du sophisme épistocratique. On peint en vert, en quelque sorte, une politique fiscale éminemment injuste. Donc on se sert de la science, on se sert de la connaissance scientifique pour taxer les... non, j'émets l'hypothèse naïve selon laquelle il y aurait une bienveillante intention écologique derrière la taxe carbone. Mais alors à ce moment-là, nous devons nous interroger sur les rapports entre l'écologie politique d'un côté et la démocratie. L'exigence écologique, fondée sur la rationalité scientifique
opposée aux intérêts du démos, n'est-elle pas l'illustration contemporaine d'une forme de despotisme éclairé? Alors, ça me rappelle un petit peu l'ouvrage de Yascha Mounk, récent, ce philosophe politique d'Harvard, qui s'intitule « Le peuple contre la démocratie », qui évoque une crise de la démocratie libérale, parce que on s'oppose en fait, si vous voulez, deux positions extrêmes, soit c'est une forme de libéralisme antidémocratique, incarné par les instances, par exemple la Commission de l'Union européenne ou le GIEC d'un côté, ou soit une démocratie illibérale, dont on voit très bien les germes dans les revendications, dans certaines revendications des Gilets jaunes. Mais il n'y a plus la démocratie libérale. C'est ou le libéralisme antidémocratique ou la démocratie illibérale. Il faut retrouver, à mon avis, il faut renouer, si vous voulez, la démocratie au libéralisme. Il faut essayer de reconstruire cet oxymore, parce que c'est un oxymore, en fait, la démocratie libérale. La démocratie, c'est le collectif, dans l'hétéronomie duquel nous sommes plongés, et le libéralisme, c'est la défense de l'individu. Comment concilier ces deux contraires? C'est ça notre défi. Alors, je pense que c'est le défi de l'écologie politique, voilà, de renouer avec la démocratie libérale. Il y a des expériences qui ont été tentées, je n'ai pas le temps de les évoquer, je le ferai dans mon rapport écrit, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, mais en tout cas, c'est le grand défi qui nous attend en ce 21e siècle, renouer avec la démocratie libérale. Merci beaucoup à Alexandre Viala et merci à John, Mathias, Cécile de leur... On fait toujours parler un peu plus longtemps ceux qui viennent de loin, donc c'est absolument juste comme répartition du temps de parole. Merci de votre fair play. Mais vraiment très intéressant, on aura beaucoup de commentaires certainement venus de l'assistance. Je vois déjà des bras nombreux qui se lèvent, alors évidemment je vais essayer de donner la parole alternativement à un homme et à une femme.